Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission de politique économique. Nous avons choisi d'aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité économique de notre pays, la lutte contre le chômage. Nous accueillons pour cela notre invité, Monsieur Napoléon. Donc bonjour Monsieur Napoléon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Donc si vous le voulez bien, je vais vous présenter. Donc vous êtes maître de conférence en économie et directeur adjoint du département d'économie et de gestion à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours? Oui, effectivement, je suis maître de conférence en économie, enseignant-chercheur, et j'ai fait un doctorat d'économie à l'Université de Lille 1. À la suite de ce doctorat, j'ai passé le concours de maître de conférence qui m'a amené à être maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale depuis à peu près une quinzaine d'années. Et est-ce que vous avez déjà enseigné dans d'autres établissements? Oui, bien sûr. J'ai enseigné ici à la Faculté catholique de Lille et aussi à l'Université d'Artois. D'accord, donc vous êtes habitué des locaux oui, ici. Tout à fait, on peut dire ça. D'accord. Donc on va introduire le sujet. Donc les chiffres du chômage sont des données sur lesquelles on communique chaque mois, que ce soit dans les journaux télévisés ou dans des communiqués de presse. Ces données sont mesurées donc par les grandes institutions statistiques et d'études. Donc en France, il existe deux institutions qui sont l'INSEE et le Pôle emploi. Donc je vais vous inviter à regarder au tableau, à l'écran, les différentes catégories, puisque Pôle emploi répartit les chômeurs en 5 catégories. La catégorie A et la catégorie de référence. Les autres, donc au tableau, à l'écran, nous pouvons remarquer qu'il y a les critères pour être répertoriés dans ces catégories. Donc, ensuite, nous allons passer à l'autre présentation qui nous montre bien qu'en mars, le taux de chômage repart à la hausse par rapport au mois de février, avec une hausse d'1,3%. Ce qui représente aujourd'hui plus de 3 500 000 chômeurs en France, des chômeurs de catégorie A. Et c'est la plus forte hausse qui a été remarquée depuis juillet 2012. Ça représente une augmentation d'1,5% par an. Est-ce que vous pouvez... Oui, ces chiffres sont assez parlants. Effectivement, le problème du chômage en France est endémique depuis une quarantaine d'années. Et c'est assez frappant de voir effectivement comment il touche de façon inégale les différentes catégories sociales. Et effectivement, c'est un thème qui est très, très, très important. Oui. On peut mettre également ces graphiques. Donc, vous nous avez dit que ça touchait des catégories sociales différentes. On remarque bien que le chômage en France est vraiment très présent chez les jeunes de moins de 25 ans, que ces jeunes sont répartis, appartiennent à la catégorie A, que nous pouvons voir sur ce graphique, et ensuite que le chômage en France est du chômage à long terme, puisque la durée est d'1 an ou plus. Donc ça, c'est vraiment la généralité. Ensuite, nous allons faire un point théorique. Donc, en France, le chômage est régi par deux courants de pensée, les keynésiens et les néoclassiques. Est-ce que vous pouvez nous définir ces deux courants de pensée et nous dire s'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, très rapidement, en fait, on peut considérer qu'il y a deux grands courants théoriques en économie. Il y a le courant, on va dire, keynésien, qui est plutôt politiquement un courant qu'on qualifierait de gauche et qui préconise que pour relancer l'emploi, pour lutter contre le chômage, il faut surtout relancer la consommation des ménages et des entreprises, les investissements des entreprises. Et pour cela, il faut financer cette relance de la demande globale par les impôts. Ça, c'est le premier courant. L'autre courant, le deuxième courant, c'est le courant néoclassique ou classique, qui considère que pour encourager l'emploi, pour la relance de l'emploi, il faut baisser les coûts du travail essentiellement et les cotisations patronales et bien sûr limiter les hausses salariales. D'accord. Et vous pensez que c'est toujours vrai Il faut dire que
dans l'histoire, il y a un courant plus ou moins dominé par rapport à l'autre, mais globalement, on retrouve les mêmes fondements théoriques, même aujourd'hui, réactualisés en quelque sorte. Il y a eu des courants néo-keynésiens, néoclassiques, ou post-keynésiens, ça s'alterne, ou parfois ça cohabite en fait. D'accord, très bien. Donc, en France, depuis une vingtaine d'années, nous pouvons considérer que le chômage est un chômage structurel et à la fois conjoncturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces deux formes de chômage? En fait, effectivement, il y a deux types de chômage traditionnellement distingués. C'est le premier, le chômage conjoncturel est un chômage qu'on considère plutôt de courte durée, qui est censé être lié à la conjoncture économique, c'est-à-dire aux variations de l'activité économique, et qui dure, on va dire, en moyenne, pas plus d'un an. D'accord. Et c'est un chômage qui, parfois, est utile dans une économie parce qu'il permet aux travailleurs de trouver un emploi qui leur convient, et aussi ça permet aux entreprises de trouver les candidats qui conviennent au poste à pourvoir. Donc c'est un chômage, on va dire, qui est lié au temps de recherche de l'emploi et d'un bon candidat. Alors que le chômage structurel est plutôt un chômage de longue durée, qui est essentiellement lié à la structure de l'économie, à l'inadéquation entre les offres et les demandes de travail, entre les qualifications, les formations du travail, en fait. D'accord. Et selon vous, d'où provient cette cohabitation? Quelles sont les causes du chômage structurel et du chômage conjoncturel en France? Pour le chômage conjoncturel, c'est relativement simple. C'est que il peut arriver qu'un travailleur estime que l'emploi qu'il occupe ne lui convient pas, ce qui peut l'amener à aller voir ailleurs. Et alors que pour le chômage structurel, on peut dire qu'il y a deux phénomènes qui peuvent être à son origine. Le premier, c'est le niveau de l'emploi offert par les entreprises. Oui. Le niveau, par exemple, tous les facteurs qui affectent l'investissement ou la rentabilité des entreprises, le coût du travail, les taux d'intérêt, la difficulté de licencier ou d'embaucher. Donc ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, ça peut être l'adéquation entre les offres d'emploi et les travailleurs disponibles. Donc vous pensez que pourquoi en fait les entreprises sont réticentes, c'est à cause d'un manque peut-être de flexibilité du marché du travail ou une adéquation des qualifications des travailleurs, donc. Tout à fait. Il y a ces éléments-là, effectivement, l'inadéquation de la formation, de l'éducation, mais aussi ce qu'on appelle le processus d'appariement, de rencontre entre les emplois vacants et les travailleurs qui sont à la recherche d'un emploi, et aussi, effectivement, la difficulté d'embaucher facilement ou de licencier facilement, ce que vous avez appelé la flexibilité du marché du travail. Tous ces éléments-là peuvent contribuer à l'augmentation du chômage de longue durée, le chômage structurel. D'accord. Et concernant la formation, justement, l'INSEE a récemment publié des chiffres nous disant que 32 milliards en France étaient mis à disposition pour la formation et qu'ils étaient sans doute mal répartis. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Je ne connais pas très bien cette répartition. Tout ce que je peux dire, c'est que indéniablement, la formation est la clé dans la lutte contre le chômage. Et surtout dans le monde moderne où les structures économiques évoluent très vite. On a de nouvelles machines, il faut être à même de les utiliser, on a des nouveaux modes de fonctionnement, il faut être vraiment en phase avec l'évolution du monde. Et ça, la formation est fondamentale. Et il ne vous a pas échappé, comme vous l'avez souligné, que malheureusement, le chômage frappait des travailleurs peu qualifiés, manquant de formation, et ça c'est vraiment très très important, notamment le chômage de longue durée. Oui. Donc si vous le voulez bien, on va repasser, on va observer un graphique à l'écran. Donc le chômage en France est confronté à d'importantes fluctuations et de variations qui évoluent d'une période à une autre, comme nous montre ce graphique. Donc d'un mandat présidentiel à l'autre, ça évolue.
Comment peut-on expliquer ces variations ? Alors, ce graphique, effectivement, il part de 2007-2008. On peut dire, bon, c'est malheureusement le démarrage de la crise dans laquelle on est encore. On peut dire qu'en fait, il s'est passé, au-delà des grandes théories, il s'est passé une conjonction de deux choses. On peut dire que notre économie est tombée dans ce qu'on appelle le piège de la croissance basse, qui a joué sur deux plans. D'un côté, sur la demande. Vous savez que suite justement à la crise, et dans la mesure où il fallait respecter certaines contraintes budgétaires, notamment liées à l'Union européenne, l'austérité budgétaire, conjuguée avec la baisse du revenu réel, s'est traduit un peu par un désendettement privé des entreprises. Or, quand les entreprises ne s'endettent pas, ça veut dire qu'il y a moins de crédits demandés, si bien que l'investissement ne suit pas. La consommation ne suit pas et l'inflation baisse. Les prix baissent puisque les entreprises doivent écouler leurs stocks. Et quand les prix baissent, c'est très mauvais pour une économie. Quand on parle de la déflation, la baisse des prix, c'est très mauvais pour une économie parce que les entreprises n'ont plus cette carotte qui les incite à vendre. Ça, c'est du côté de la demande. Mais aussi du côté de l'offre, comme la demande est faible, les entreprises n'embauchent pas. Ce qui se traduit par un chômage de longue durée. Or, qui dit chômage de longue durée, dit, on parlait de la formation, dit dépréciation du capital humain. Les gens ne travaillent pas. Donc, leurs compétences se déprécient. Et se dépréciant, ça veut dire qu'ils sont moins aptes à réintégrer le marché du travail. Voilà globalement les deux versants qui pourraient expliquer un petit peu cette évolution rampante vers le haut, de cette courbe, en fait. D'accord, merci. Et donc, selon vous, quelles mesures peuvent être mises en place pour justement lutter contre ce chômage? Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les filières qui recrutent, mettre en adéquation donc, ces filières avec la formation et peut-être une autre... Écoutez, les mesures, il faut, on va dire, déployer toute l'énergie parce qu'on peut dire que tout n'a pas été essayé, hein, contrairement à ce qu'on a pu penser. C'est à savoir qu'il faut effectivement valoriser les filières qui recrutent. Il faut, je pense notamment aux filières des emplois verts, aux filières des nouvelles technologies. Il faut également faciliter la reconversion professionnelle et l'accompagner. Et surtout avoir un système une formation, un système d'apprentissage qui accompagne les changements que nous vivons et qu'on ne peut pas éviter. Donc il faut redynamiser effectivement la formation qui est la clé. Oui, d'accord, merci. Donc maintenant, nous allons aller voir nos voisins donc, de la zone euro qui, pour certains d'entre eux, rencontrent un succès, on va dire, au niveau du taux de chômage qui est très bas. Donc, au sein de la zone euro, actuellement, le taux de chômage est à son plus bas depuis mai 2009. Et on peut distinguer une grande disparité entre les différents membres. La France, malheureusement, est l'un des pays qui a le taux de chômage qui a l'un des taux de chômage les plus élevés de cette zone. Et quand on prend son voisin, l'Allemagne, qui a un taux de chômage très faible de 3,9%, comment on peut expliquer qu'il existe une telle disparité entre deux pays voisins qui semblent être vraiment similaires sur le plan économique et le plan social? On va dire, pour faire simple et court, c'est que l'Allemagne a impulsé une réforme du marché du travail avec la loi Hartz notamment, qui consistait à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi, à stimuler l'offre et la demande de travail avec des emplois certes temps partiel, avec
faiblement rémunérés, donc une compression de la masse salariale. Et en même temps, elle a aussi bénéficié de la croissance mondiale. Oui. Ça, c'est un fait. Et aussi de la qualité du dialogue qui lui est reconnu entre partenaires sociaux. Et ça, c'est des points qui ont pu jouer favorablement, sans parler de la politique de l'Union européenne qui a pu lui être favorable. Vous pensez que ça a été favorable, la politique de l'Union européenne a été favorable pour l'Allemagne? Globalement, ça c'est quelque chose sur lequel à peu près tout le monde est d'accord en fait. Hein. Oui. Donc, et si l'on prend par exemple le cas du Danemark, qui est un pays quasiment au plein emploi, cela peut s'expliquer par son modèle de flexi-sécurité, qui a beaucoup fait parler de lui récemment. C'est un système qui a été mis en place en 2013 et qui consiste à garantir une bonne indemnité chômage pour compenser une importante flexibilité donnée aux entreprises pour embaucher ou licencier. Donc notre président actuel, Emmanuel Macron, notamment, souhaite mettre en place une nouvelle approche du travail qui s'inspire de ce modèle. Est-ce que vous pensez que cela pourrait rencontrer le même succès en France et obtenir des résultats convaincants? On peut se demander si les autres arrivent à le faire, pourquoi la France n'y arriverait pas? Elle a beaucoup de potentiel, c'est quand même la 5e économie du monde, et donc même si les deux pays ne sont pas identiques totalement, mais on peut imaginer que des dispositifs, une politique volontariste de relance de l'économie peut effectivement déboucher sur des bons résultats, notamment effectivement sur la flexi-sécurité. Après, il faut voir comment tout cela sera articulé. C'est quand même, la population française a du mal quand même à accepter de faire des concessions. Après, je pense qu'on peut être ouvert au changement. Donc, personne ne peut se contenter du fait de savoir que nos enfants, nos petits-enfants vont se retrouver sans travail et que nous-mêmes, nous soyons menacés de perdre notre travail. Donc, je pense que sans doute que les Français sont beaucoup plus ouverts qu'on l'imagine. Après, il y a peut-être les méthodes mises en place, et ça, c'est une autre affaire. Oui, vous avez raison. Et pensez-vous donc que la volonté d'instaurer, on va dire, un chômage pour tous soit une idée judicieuse? Écoutez, oui, bien sûr. Après, il semblerait que le coût et les modalités de financement de ce type de mesures soient relativement incertains pour l'instant. Après, ça, effectivement, l'indemnisation du chômage peut être une bonne chose. Elle peut jouer un rôle de stabilisateur de l'économie, c'est-à-dire que lorsque l'économie va mal, le fait que quelqu'un puisse percevoir des allocations de chômage, ça lui permet de continuer à consommer, et donc ça amortit des chocs économiques éventuellement. Et donc que ce soit pour l'ensemble des acteurs de l'économie, on voit mal comment on peut être contre cette généralisation. Encore une fois, il faut voir comment ça peut être financé et le coût que ça peut entraîner. En fait. D'accord. Et donc, pour terminer, selon l'INSEE, en fait, en France, le chômage chez les jeunes et les emplois précaires sont en forte hausse. En mars 2017, les eurodéputés, suite à une commission du Parlement, ont décidé de débloquer 1,2 milliard d'euros pour renforcer l'initiative d'emploi chez les jeunes. Est-ce que vous pensez que cette aide financière pourrait avoir un effet positif sur le long terme, finalement? Bien sûr, bien sûr. Et encore, comme on l'a souligné tout au long de cet échange, c'est qu'il faudrait mettre davantage de moyens en faveur des jeunes, effectivement, pour à la fois les aider, surtout leur montrer que c'est possible de sortir de la trappe à l'inactivité parfois, de cette trappe du chômage en fait, et il faut provoquer un choc, un véritable choc budgétaire. Et il y a encore des issues finalement. Tout à fait, ouais.
D'accord. Bon, Monsieur Napoléon, je vous remercie encore d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. Et je vous remercie de nous avoir écoutés et regardés. Et à bientôt. Merci.